Bonjour tout le monde. Donc, on est en train de se connecter au live sur LinkedIn et dans le groupe Facebook de Business Transition. J'essaie de voir. Génial. C'est bon. C'est parti. C'est fait. Fait que merci tout le monde d'être présent. On va laisser les gens là, se connecter, arriver évidemment. Mais comme on a un espace assez limité, donc un petit 30 minutes aujourd'hui ensemble, on va commencer tout de suite. On est là aujourd'hui, en fait, François et moi, que je vais vous présenter tantôt, que je vais laisser se présenter un peu plus tard là, dans la rencontre et dans le live, pour parler de la valeur de mon entreprise, de votre entreprise, en bon français, comment augmenter, comment valoriser son entreprise, entre autres. On a plusieurs sujets à couvrir aujourd'hui. Vous connaissez le groupe, en fait, le groupe tactique et transfert 360. Mon objectif aujourd'hui, en fait, c'est de vous présenter un petit peu l'écosystème, puis pourquoi. On a notre partenaire aujourd'hui, François, qui est avec nous. Vous savez, on a une très grande force au niveau de la gestion de l'humain, au niveau de la gestion de projet en transfert, au niveau du coaching et de l'accompagnement humain. Par contre, on a la chance depuis plusieurs années de s'entourer d'experts dans le domaine du transfert d'entreprise. Vous le voyez dans l'écosystème, le volet financier, fiscal, légal, et évidemment le volet humain. Et François, je ne vous apprendrai rien, est expert au niveau volet financier. Fait qu'autant dans, oui, la vente, la mise en marché entreprise, mais autant et surtout au niveau financier, valorisation des PME. Dans un projet de transfert, oui, mais dans différents types de projets, François, que je te laisserai présenter dans ton introduction, finalement. Puis, l'autre aspect que je veux mentionner, c'est pourquoi on parle toujours de transfert d'entreprise depuis plusieurs mois, plusieurs années, puis que José, moi, ainsi que François, l'équipe, on martèle à quel point le transfert d'entreprise est important et qu'on doit y penser à l'avance. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, c'est un passage obligé, en fait, le transfert d'entreprise. Puis, on n'y pense pas toujours ici au Québec encore. On n'a pas nécessairement cette culture-là de la continuité et du transfert qui est vraiment ancrée finalement. On n'y échappera pas. Le jour où on démarre l'entreprise, on doit penser un jour à la vendre, à la valoriser et s'assurer finalement qu'on a un processus de transfert qui est mis en place. Aujourd'hui, on vient encore une fois vous donner quelques petits trucs finalement et astuces, mais on va passer un peu plus vers, sans donner des chiffres, on va passer un petit peu plus par le volet financier, si on veut, puis la valorisation, puis de comment on peut donner une valeur à l'entreprise en gérant les risques, finalement. François, je te laisse aller. Oui, merci Jean-Sébastien. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Donc, mon nom est François Baudin, je suis comptable professionnel agréé de formation. J'ai fondé Pilier Conseil il y a environ 4 ans. Donc, je suis spécialisé en acquisition, vente et valorisation d'entreprises, principalement dans des processus de transfert interne et de vente externe. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, là, on va discuter de valeur d'entreprise. Puis j'aime toujours un peu mettre la table là, quand on commence une rencontre. Si tu veux bien mettre la slide, Jean-Sébastien. Oui, Dans le fond, on parle de valeur d'entreprise, mais dans notre jargon, on parle plutôt de juste valeur marchande. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce terme-là. On peut en parler dans le cadre de valeur d'entreprise. On peut en parler de valeur d'équipement. Bref, on peut parler aussi de biens immobiliers. Donc, la juste valeur marchande, c'est quoi? Bien, vous allez voir, là, c'est un concept assez théorique. C'est le prix le plus élevé exprimé en termes monétaires ou en valeur monétaire qui puisse se négocier sur un marché libre et sans restriction entre des parties prudentes et avisées qui traitent à distance sans qu'aucune de ces parties ne soit contrainte d'agir. Fait que vous voyez bien là, que c'est quand même assez théorique. Puis, quand on essaie de mettre une valeur sur une entreprise, bien, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de reproduire des conditions du marché. Puis ces conditions du marché-là, mais ce n'est pas simple tant que ça à reproduire. C'est pour ça que oui, il y a des approches, puis il y a des méthodes d'évaluation d'entreprise, mais ça reste qu'on essaie de reproduire des conditions comme si vous alliez mettre en vente votre entreprise. Donc, c'est pas nécessairement parfait. Il faut en tenir compte que c'est basé également sur, oui, il y a des méthodes, mais il y a du jugement aussi, là, quand on parle de jugement professionnel, quand vient le temps d'apprécier la valeur d'une entreprise. Fait que c'est pour ça, des fois, j'entends dire qu'on voit des rapports d'évaluation d'entreprise, puis que certains entrepreneurs soit qui sont déçus parce qu'ils se disent, ben finalement, ça ne reflète pas nécessairement la valeur de mon entreprise, de ce que je pensais, mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'on essaie de reproduire des conditions. J'ai bien dit, on essaie de les reproduire. Puis la seule façon d'avoir la valeur que vous allez avoir, ben c'est de la mettre en vente.
Fait que Mhm. c'est sûr qu'il peut y avoir une différence éventuellement, soit à la baisse ou soit à la hausse par rapport à la valorisation qui a été donnée à votre entreprise. Fait que je voulais juste comme mettre en contexte Mhm. par rapport à la juste valeur marchande, puis l'aspect dans le fond, de valoriser une entreprise. Est-ce que vous pouvez passer à. Puis, j'ai une petite question pour toi, François, par rapport justement à la JVM dans le jargon. On voit beaucoup d'entrepreneurs, puis peut-être que ma question sera champ gauche, là, puis je ne vais pas t'envoyer une balle curve, comme on dit Ah, en c'est bon bon. français, mais je pense que c'est sous-estimé, la juste valeur marchande sur le marché. Quand tu es entrepreneur, des fois, te dire, ben, tu sais, mon entreprise, je ne sais pas, là, pour 1 million, mais je vais la vendre 500 000 à mes enfants, ça va être correct si j'ai juste besoin de ça, etc. Je pense qu'il y a des enjeux, justement, à ne pas vendre son entreprise à la juste valeur marchande, ou du moins la mettre en marché à la juste valeur marchande. Ben, il peut y avoir des enjeux effectivement qui sont de nature fiscale, de ne Ouais. pas les mettre à la juste valeur marchande, surtout quand vient le temps d'avoir des discussions de gain en capital, parce que Mhm. au niveau fiscal, l'entreprise, il faut qu'elle soit vendue, présumée à sa juste valeur marchande. Mais là encore, là, tu sais, c'est quoi une juste valeur marchande? Fait que oui, il y a certains professionnels qui vont apprécier la valeur de l'entreprise à partir de différentes méthodes. Ouais. Mais c'est ça, il faut rester aussi, comment je peux dire, conscient que ça ne sera jamais parfait, là, parce que la meilleure condition pour avoir la meilleure juste valeur marchande, c'est carrément de la mettre en vente. Donc, Ouais. ça reste que c'est le prix que l'acheteur va être prêt à payer une fois qu'elle va être effectivement mis en vente, là, qui va finir finalement par être la vraie juste valeur Ouais. marchande. Ouais, clairement. Un peu comme une maison, finalement. Tu as le prix de vente. Exactement. OK. Génial, je t'envoie vers ton autre slide. Merci. Donc là, ce que je voulais mettre aussi en contexte, puis pour les entrepreneurs là, qui nous écoutent, là, c'est que vous avez un certain contrôle sur la valeur de votre entreprise. Tu sais, oui, il y a l'aspect profit, mais il y a également l'aspect risque que des fois, on n'est pas conscient que c'est comme un peu comme un placement, votre entreprise. C'est-à-dire que si votre entreprise a un risque élevé, bien, c'est sûr qu'on s'attend à ce que le rendement de votre entreprise soit également élevé. Si votre entreprise est à risque qui est bas, bien, on s'attend à ce que le rendement soit relativement bas. Fait qu'il faut prendre un peu votre entreprise un peu comme un placement. Ce qui est le moins risqué quand on fait un placement, c'est des obligations normalement du Canada Mhm. sur une durée de 10 ans. Mais après ça, c'est des placements en actions à la bourse. Ça peut être dans différentes industries qui sont risquées, mais ça reste que un placement dans une PME, ben, c'est quand même comment je pourrais dire, un placement qui est relativement risqué. C'est pas comme je vous dis, si vous avez le choix, vous faites un investissement, vous le placez dans votre entreprise ou vous le placez dans les obligations du Canada, ben c'est sûr que si vous le placez dans les obligations du Canada, vous n'attendez pas à avoir le même rendement que quand vous investissez dans votre entreprise. Fait que, il faut en être conscient là, qu'il y a une relation importante entre le risque et le rendement dans votre entreprise. Donc, le rendement, c'est quoi? Ben, tu sais, quand on le regarde strictement du point de vue de placement, c'est le rendement des fonds qui se présente généralement sous forme d'intérêts payés aux investisseurs, de dividendes ou de gains en capital. Dans votre cas, comme entrepreneur, la plupart du temps, surtout quand que vous avez votre entreprise, vous allez vous payer des dividendes. Quand vous vendez les actions de votre entreprise, s'ils sont admissibles, ben, vous allez les vendre, puis ça va vous faire un gain en capital. Donc, le rendement va dépendre des décisions de placement, du succès des stratégies utilisées par le gestionnaire et de l'évolution des marchés. Ça, c'est la définition encore là par rapport à plus des placements de type boursier, disons. Puis quand on regarde par rapport à votre entreprise, si tu veux juste passer l'autre slide, Jean-Sébastien, bien, ça reste que votre entreprise, vous avez le contrôle sur vos décisions d'investissement que vous faites dans votre entreprise. Puis à quelque part, vous voulez avoir aussi du succès dans vos stratégies que vous allez utiliser comme entrepreneur. Donc, encore là, il faut voir votre entreprise comme un placement, vous prenez des décisions d'investissement dans votre entreprise, puis tout dépendant du succès de ces décisions d'investissement-là, ben, ça va avoir un impact sur le rendement puis la valeur de votre entreprise. Fait qu'il faut vraiment voir votre entreprise comme une forme de placement. Si Mhm. vous avez une entreprise, c'est parce qu'à quelque part, oui, ça vous permet d'avoir un salaire, oui, ça vous permet de créer une certaine richesse pour éventuellement votre retraite,
Mais chaque décision que vous allez prendre ou chaque décision que vous n'allez pas prendre va avoir un impact sur la valeur de votre entreprise. Selon toi, est-ce qu'on a le réflexe de le voir comme ça, comme entrepreneur au Québec, que notre entreprise De manière, de est un manière, placement? de, de manière générale, non, je te dirais. Parce que dans le fond, les gens, ils voient plus, je te dirais, l'entreprise souvent, surtout les plus petits entrepreneurs, des fois plus comme euh, ça me permet de me payer un salaire, puis ça permet d'en vivre, mais est-ce que quand vient le temps de prendre des décisions, est-ce qu'on prend les décisions en fonction de vraiment créer de la richesse dans son entreprise? On n'a pas nécessairement ce réflexe-là en termes de décision d'investissement, par exemple, de dire, par exemple, j'achète une machine. Est-ce que cette machine-là va vraiment procurer un rendement puis un profit supplémentaire à l'entreprise? On n'a pas ce réflexe-là d'évaluer l'impact que ça a sur le rendement, dans le fond, futur de l'entreprise puis D'entreprise. sa valeur. Puis clairement, puis tu sais, mon question par rapport à ça, puis peut-être qu'elle se répond par elle-même, mais tu sais, quand on a cette vision-là, que c'est un placement, j'imagine que les décisions qu'on prend en tant qu'entrepreneur doivent être différentes, doivent être moins émotives, doivent plus être basées sur des Effectivement, chiffres. effectivement, ça met plus de rationnel dans les décisions d'investissement quand vient le temps de les prendre dans l'entreprise. C'est moins Ouais. basé sur, je dirais, la règle du pouce ou le Mhm. feeling, puis l'essai-erreur qui fait en sorte que des fois, on peut faire un bon coup puis un moins bon coup. Ouais. Fait que c'est quand on prend le temps d'effectivement de vraiment analyser la situation quand vient le temps Ouais. de prendre surtout des plus grosses décisions d'investissement, ben, on s'assure à quelque part qu'on a pris, qu'on a fait le bon choix, là, puis que ça va avoir un impact favorable sur la valeur de son entreprise. Ouais, clairement. Puis c'est vrai que, tu sais, on sait toujours le fameux ROI, finalement, là, le retour Oui, c'est ça, on investment, mais ça retourne sur investissement, mais qu'on ne prend pas nécessairement toujours le temps de calculer, là. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Le bon vieux test, on va l'essayer, ça devrait bien aller. Puis Ben, on pense que oui, mais on s'en rend compte 3 ans plus tard, finalement, que Ben, c'était c'est pas ça. si. Puis des fois, malheureusement, ces décisions-là, tout dépendant des investissements qu'on fait, des fois, ça peut même mettre en péril Mhm. certaines entreprises. Je parlais justement avec un collègue hier qui avait un entrepreneur qui avait investi plus de 3 millions en équipement pour une nouvelle usine, mais Mhm. en ce moment, ça ne fonctionne pas vraiment parce que, dans le fond, l'usine est à capacité de 5. Ça veut dire qu'il y a OK. Wow. 95 de Utilisé. l'usine qui est non utilisée. Fait que, tu sais, l'impact est majeur, là, Ouais, clairement. 100%. clairement. Fait que La courbe, ouais, c'est ça le point mort du retour sur investissement est plus loin, Ouais, là, clairement. il est un peu loin en ce moment, effectivement. Excellent. Good. Merci. Je te ramène à ta prochaine diapo. Donc, je voulais juste revenir parce qu'on a parlé de rendement, mais ce qui est important aussi, c'est encore par rapport au placement, on parle souvent de risques, puis c'est un peu comme dans votre entreprise. Votre entreprise, elle fait face à des risques. Donc, il y a des risques qui sont plus externes, mais il y a des risques qui sont davantage internes, sur Mhm. lesquels on pense des fois que on n'a pas le plein contrôle, mais on a plus de contrôle sur les risques qui sont internes que les risques externes. C'est sûr, vous n'avez pas le contrôle sur les taux d'intérêt, vous n'avez pas le contrôle sur l'inflation, mais il y a certains risques au niveau de votre entreprise que vous avez un certain contrôle. Fait que, encore là, ça a un impact sur la valeur de votre entreprise. N'oubliez pas, plus votre entreprise est à risque, plus on espère d'avoir un rendement important. Fait que si vous n'avez pas un rendement important puis votre entreprise est risquée, ben c'est sûr que la valeur de votre entreprise, elle va être moindre, là. Clairement. Donc, si on parle, par exemple, de certains risques qui sont spécifiques à votre entreprise, c'est sûr qu'il y a des risques financiers, là, ça c'est un exemple, là. Tu sais, par rapport à l'endettement, Mhm. on peut penser aussi par rapport à la structure organisationnelle. Plus l'entreprise elle va être de taille normalement importante, ben, plus elle a une structure organisationnelle qui va faire en sorte que ça ne repose pas sur un seul individu. Fait que c'est sûr qu'on s'attend à ce moment-là que la valeur de l'entreprise soit plus élevée, puis également son Ouais. rendement. Ça, c'est classique. On se dit toujours un peu, si on peut réussir à dégager l'unique propriétaire des opérations, puis que l'entreprise devienne indépendante de lui, ça augmente quand même de façon, je veux dire Ben, exponentielle, là, mais c'est un bon facteur de risque de est-ce qu'elle va crédit. venir complètement dépendante dans le cadre d'une PME?
Probablement C'est très pas. rare, non, c'est ça C'est très exactement. rare qu'elle n'est pas complètement indépendante, mais moins qu'elle va être dépendante du propriétaire, meilleure normalement va avoir la Mhm. valeur parce que le risque va être moindre, puis en même temps, ça va être plus facile aussi de faire une transition avec un acquéreur éventuel parce Ouais, qu'il va avoir moins de risques encore. Ça va être plus facile en termes de transition, là. Si on clairement. parle, on parle d'autres risques aussi, qui sont plus inhérents, par exemple, le réseau de vente, la dépendance envers certains clients ou certains fournisseurs. Mhm. Combien d'entrepreneurs que je vois que des fois sont dépendants par rapport à un seul client, puis des fois c'est Ouais, assez important comme dépendance, mais c'est sûr que c'est un risque important. C'est un risque important pour la pérennité de l'entreprise quand vous êtes encore entrepreneur dans votre entreprise, mais ça va être un risque important aussi éventuellement quand va venir le temps de transférer votre entreprise. ouais, c'est un Dépendance bon envers, point. dépendance envers une personne clé, mais encore là, oui, il y a dépendance par rapport à l'entrepreneur, mais si vous avez un ou des employés qui sont importants dans votre entreprise, puis que s'ils sont plus là demain matin, ça peut avoir un impact important sur votre entreprise. Il Mhm. faut gérer ce type de risque-là. Même chose, produits, services offerts. Si par exemple, vous offrez des services, mais vous êtes complètement dépendant, mettons, de sous-traitants, par exemple, ben, vous êtes un peu à la merci de ces sous-traitants-là. Ben, c'est sûr qu'on augmente le risque à ce moment-là de l'entreprise. Même chose, positionnement par rapport à la concurrence. Si votre entreprise elle est relativement très petite dans son industrie par rapport à ses concurrents, oui, elle a une agilité, oui, elle est capable de servir sur un dizaine, comme on dit, Mhm. mais en même temps, elle, elle ramasse peut-être comme juste les contrats que justement ces concurrents-là ne veulent pas faire. Puis encore là, comme exemple, l'exemple que je disais tantôt de l'usine, c'est que euh, dans le fond, ça fonctionnait bien peut-être pendant la COVID parce que justement, le contexte était différent. Puis là, il y avait des concurrents qui ne voulaient pas avoir les petits contrats. Mais là, étant donné qu'il y a eu comme une forme de ralentissement, maintenant, les contrats qui étaient peut-être pas payants pour ces concurrents-là deviennent plus payants maintenant parce qu'il y a plus une rareté. Fait que Ouais. là, ça fait en sorte que une entreprise peut-être qui était de trop petite taille, ben, elle a de la difficulté à obtenir des contrats maintenant. Fait que c'est tout ça qu'il faut tenir compte dans son positionnement, là, dans son marché. Au niveau de la technologie, ben, encore là, il y a des entreprises qui sont plus dépendantes par rapport à l'évolution de la technologie. Des fois, il y a Ouais. des entreprises qui investissent plus ou qui investissent moins dans la technologie. Puis on le voit, c'est une entreprise des fois qui est plus à la fin de pointe de la technologie. Maintenant, à un moment donné, elle devient un peu dépassée. La pire erreur Ouais. qu'un entrepreneur peut faire quand il vient le temps de vendre son entreprise, c'est d'arrêter d'investir. Il Ouais. faut continuer à investir dans son entreprise. Puis, tu sais, quand on parle aussi d'investir dans l'image de marque, rafraîchir une image de marque, par exemple, tu sais, c'est pas rare qu'on le voit sur le marché, ça fait 10-12 ans qu'on n'a pas travaillé là-dessus. Selon toi, dans ton expertise, ça, est-ce que c'est un investissement aussi qui peut être intéressant à faire Ben, de redorer l'image, si on veut, pour lancer de bons messages au marché? l'image de marque, effectivement, ça peut être un bon investissement à faire, dans le sens que c'est sûr que si vous avez un site web que ça fait 20 ans que vous avez, puis que c'est comme la vitrine, c'est la première chose que, par exemple, un acheteur éventuel va voir, ben ça donne pas nécessairement une bonne image, là. Vous avez beau dire que vous êtes profitable et que vous avez des bons clients, ça reste que c'est comme la première chose souvent que l'acheteur va voir. On a tous les réflexes, là, c'est d'aller voir le site web. Ouais. Fait que en même temps, ça démontre à quelque part est-ce que l'entreprise s'est adaptée à son marché? Est-ce qu'elle Ouais. a continué à innover? Est-ce qu'elle a continué à investir? Fait que, ça donne pas nécessairement une bonne image en partant, disons. Ouais, c'est ça, c'est rassurant, je pense, hein. Je pense que ça va être ça le terme aussi, comme acheteur, de dire ah, ils ont investi, ils ont pris le temps de penser à Exact. cette continuité-là, justement, qu'on parlait Exactement. d'entrée de jeu, Oui, clairement. c'est ça, exactement. Génial. Selon toi, je vois qu'il n'est pas là, puis je sais que c'est peut-être que tu veux souvent faire une petite passe de sa palette, François, mais le plus grand risque spécifique à l'entreprise, selon toi?
Ben, le plus grand risque spécifique à l'entreprise, ça reste souvent le ou les entrepreneurs, là. Mhm. C'est le principal risque parce que comme acquéreur, on se pose toujours la question quand que l'entrepreneur va quitter, ça va être quoi l'impact Ouais, de son départ? Tu sais, il y a beau avoir une transition qui est convenue, là, la plupart du temps, là. Mais en fait, je dirais, j'ai jamais vu de transaction d'entreprise sans qu'il y ait une transition, là. ouais, clairement. Mais c'est ça, c'est le plus grand risque. Puis après ça, je dirais, bref, c'est souvent lié à tout ce qui est capital humain Ouais, ou, dans le fond, ouais, les ressources humaines, incluant l'entrepreneur. Puis c'est un peu ça aussi que je voulais vous dire comme message aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je travaille de concert avec Jean-Sébastien parce qu'on est complémentaires. Parce que moi, la plupart du temps, ce que je vois dans la valorisation d'une entreprise, c'est vraiment les risques qui sont vraiment liés à tout ce qui est capital humain. ouais, Puis, ce risque-là, vous avez un certain contrôle pour pouvoir le réduire. Bien entendu, il faut vous laisser le temps, il faut vous laisser une marge de manœuvre là, pour pouvoir réduire ce risque-là. C'est sûr que c'est ce genre de risque-là, on ne peut pas réduire ça en quelques semaines, là, mais c'est un des risques les plus importants, que ce soit pour la valeur de votre entreprise, mais pour aussi le transfert de votre entreprise, puis attirer éventuellement des acquéreurs potentiels, là. ouais. Je pense qu'il y a deux ou trois aspects hyper importants avec ça, tu sais. Puis on en parle souvent, ben, François, José, moi, toute l'équipe là, de Transfert 360 puis, et du groupe tactique, mais tu sais, on a souvent les rôles et les responsabilités. En fait, il y a des facteurs de risque, évidemment, là, humains, comme François mentionnait, mais ce qui amène une certaine incertitude dans un transfert puis qui amène à une baisse de valorisation, ben, c'est souvent les rôles et les responsabilités. On le sait, ce n'est pas l'exercice le plus fun à faire quand tu es un entrepreneur en croissance qui rentre en entreprise, de dire, ben là, il faut que j'établisse tous les rôles et responsabilités de mon entreprise et que ce soit clair. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe dans une entreprise à propriétaire unique, où ça fait 25-30 ans que tu gères ton entreprise, ben, tu les connais, les rôles et les responsabilités. Tu es en mesure de dispatcher puis de ces réflexes-là parce que tu connais les moindres détails de l'entreprise. Quand on prend une vente interne, c'est peut-être plus simple, mais quand on parle de vente externe, ça devient extrêmement complexe pour un nouvel acheteur d'établir les rôles et responsabilités. Et qu'une des façons en amont, ben, d'aller chercher la valeur, François, tu le confirmeras, mais c'est de bien les définir, ces rôles et responsabilités-là. Sans trop mettre de carcan, on s'entend qu'on ne veut pas non plus enfermer les gens dans une boîte et tout, mais il faut vraiment s'assurer que ces rôles et responsabilités-là soient hyper clairs. Outre ça, ben, ça enlève une couche d'émotion et une couche de stress d'avoir, ben, on ne se pile pas ses pieds. Il y a moins de zones de tension, moins de chicanes potentielles entre les différents employés, ce qui amène évidemment à une mobilisation et une rétention qui est potentiellement plus forte, en fait. Ces tensions créées par le manque de clarté dans les rôles et les responsabilités, c'est directement lié à cette mobilisation, à cette rétention-là. Évidemment, on va parler de communication en amont quand on va faire une transaction, de plan de communication, comment on intègre les nouveaux acheteurs, de quelle façon c'est fait. Il y a énormément d'aspects, puis on pourrait faire un live juste sur la mobilisation et la rétention, évidemment. En fait, on pourrait en parler pendant 5 heures. Là. Mais l'objectif, c'est juste de vous faire comprendre que ben, ces facteurs d'influence, en fait, de comment est géré, comment l'humain est géré en amont, finalement, du transfert, en amont du projet, de s'assurer qu'on communique de la bonne façon le projet qui s'en vient, hyper important. L'autre point pour la valorisation dans le temps, ben, c'est d'avoir le taux de roulement le plus faible possible. Évidemment, là, ça parle de soi. Ouais. De démontrer qu'avec le temps, dans la culture d'entreprise qu'on a établie, qu'on soit en mesure de garder notre monde, c'est hyper important. Il y a un revers à ça. Si tous nos employés, ça fait 25-30 ans qu'ils sont avec nous, bien ça, c'est un autre facteur de risque aussi qu'on n'a peut-être pas nécessairement exploré aujourd'hui. Mais de dire, ben oui, mais il va être encore là 2-3 ans, ces employés-là. Souvent, ils vont potentiellement suivre le propriétaire qui va vendre la business vers la retraite, vers d'autres projets. Et qu'il faut évaluer ces risques-là en tant qu'entrepreneur, en fait, parce que je vous confirme que dans le due diligence RH, ressources humaines, clairement, ça va être vérifié, ça va faire partie des aspects. Jean-Sébastien, je me fais souvent poser la question là, de la part des acquéreurs, là, puis Ouais, c'est avant même le due diligence, là, dans le sens que ouais, souvent, je me fais demander de la part des acquéreurs, bon, quel est l'âge moyen des employés ouais, actuellement, ouais, quel est le nombre d'années d'ancienneté. Fait que ça, c'est directement lié à la rétention, puis ouais, directement lié au fait qu'il va y avoir des employés qu'il va peut-être falloir remplacer
à court terme. C'est sûr que si tu as des employés qui sont relativement âgés dans une entreprise, disons, qui est moins complexe ou moins spécialisée, où l'expertise est plus facilement Ouais, remplaçable, OK, oui, c'est un risque, mais quand tu as des entreprises qui sont hyper spécialisées puis que il y a des connaissances techniques ouais, clairement. importantes Je suis puis d'accord. que tu as beaucoup d'employés qui vont partir, ben c'est sûr que c'est un risque important. Là. Ouais, c'est moins intéressant, effectivement. Je suis d'accord pour un acheteur. Là. C'est un très, Exact. très grand risque, effectivement. Ouais, super bon point. Le temps avance vraiment rapidement. Il est déjà 56. Puis, tu sais, tout ça, en fait, là, puis je parle des risques humains, mais ça peut aussi amener des résistances au changement. Quand on parle de rôle et responsabilité, quand on parle de mobilisation pas nécessairement bonne ou rétention avec des enjeux, justement, de retenir sa main-d'œuvre, ça peut trigger des résistances au changement. Encore une fois, les résistances au changement, on pourrait en parler longtemps. Ce qu'on dit toujours avec Transfert 360, c'est que toutes les résistances que vous allez avoir, finalement, humaines, c'est créé par la peur du changement. Parce que la peur, en fait, puis pourquoi les gens ont peur du changement, en fait, c'est parce qu'ils savent le réflexe humain, ça c'est depuis très, 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 très longtemps, là, quand on remonte dans le temps de l'existence humaine, c'est qu'on a, on a le réflexe d'aller voir ce qu'on va perdre finalement, mais pas nécessairement ce qu'on a à gagner. Fait que c'est un enjeu finalement de cette résistance au changement-là, parce qu'on manque de clarté des fois dans le processus, parce qu'on n'a pas créé cette culture de changement-là dans notre entreprise. C'est super large, en fait, la culture du changement, mais il faut juste développer les bons réflexes, de faire voir à vos employés de façon directe qu'est-ce qui s'en vient pour le transfert, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années pour l'entreprise, quand est-ce qu'on va transférer. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on veut minimiser les risques, bien, il faut s'y prendre d'avance. Il faut le faire un 3, 4, 5 ans d'avance. Ça peut se faire une vente en 6 mois, mais il faut que les étoiles soient alignées à peu près, puis que tout, ça augmente encore une fois les facteurs de risque, comme François disait. C'est pas impossible, ça se fait, mais bon, voilà. Euh, puis, ben, en fait, ça va être aussi simple que ça, en fait. Puis, on avait différentes approches à vous parler, mais là, on s'est lancé super rapidement. En fait, ça se permettait en fait, le contexte, le live, etc. On a envoyé plein, plein, plein d'informations. Et que j'ai envie de vous dire que il y a comme deux choses qui s'en viennent pour Transfert 360, en fait. En fait, il y en a une principale, puis je pense que François aussi là, a une petite potentielle offre pour vous, qu'on parlait d'entrée de jeu, François. Ouais. Nous, la prochaine chose que vous allez recevoir de notre part, que je vais envoyer sur les médias sociaux via LinkedIn, puis par rapport à l'infolette, c'est le Bootcamp Transfert 360 qui va être à la fin du mois de novembre. On est en train de ficeler tous les détails, mais on est très, très heureux de lancer notre Bootcamp Transfert 360. 3 jours intensifs pour vous préparer, pour vous donner des outils concrets pour faire progresser dans votre projet de transfert. Encore une fois, à l'avance, idéalement. Et voilà, fait que vous allez recevoir l'information. Ne soyez pas surpris, je vais vous écrire, je vais vous appeler, on va discuter ensemble. Puis si vous êtes intéressé, bien, vous pouvez m'écrire soit en commentaire ou directement dans les messages LinkedIn. Ça va faire plus que plaisir là, de discuter avec vous. Puis François, je pense que tu avais aussi un petit mot pour la fin. Ben, dans le fond, si vous avez des questions, moi, ce que je vous offre, là, c'est de faire une rencontre totalement gratuitement avec vous. Là. Si vous avez des questions plus détaillées, vous voulez approfondir un peu plus là, certains concepts par rapport à la valeur de l'entreprise, ça va me faire plaisir de prendre un 30 minutes, 1 heure avec vous. Là. Oui, c'est tellement pertinent de juste de mapper les différentes possibilités, de comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire à court terme. Je pense que la rencontre avec François a une très, très grande valeur. Là. Ne serait-ce que pour au moins se faire un plan dans sa tête, puis de savoir où on s'en va, puis d'avancer un pas à la fois vers votre projet de transfert. C'est parfait. C'est ça ma phrase de fin, François. Une Parfait. phrase un peu poétique. Fait n'hésitez pas, on reste disponible, c'est quoi que ce soit. La vidéo va être en rediffusion, je vais le mettre sur YouTube, puis voilà. Fait que c'est quoi que ce soit, on est disponible. Merci beaucoup, François, pour ton temps. Merci à toi, Jean-Sébastien. Merci à tous, à toutes. Au revoir.